bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Bibliothèque Cusin pour cette série de conférences que nous organisons dans le cadre de la 8e édition du Festival Quartier du Livre, qui a pour thème cette année Voyage, Voyage. Ce soir, nous allons donc parler des voyages en Amérique. Excusez-moi, moi je suis un peu sourde, je vous entends pas. Ce soir, nous allons parler des voyages d'Albert Camus. D'accord. Oui, ça, oui. Voilà. Donc des voyages en Amérique, plus spécifiquement parce que Madame Virginie Loucault, qui devait nous parler des voyages en Grèce, nous prie de bien vouloir l'excuser de son absence. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Madame Martine Mathieu-Job, professeure émérite de littérature française à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Qui va nous présenter les voyages en Amérique, et la conférence sera suivie d'une discussion avec Madame Agnès Piquel, professeure émérite de littérature française à l'Université de Valenciennes et spécialiste de l'œuvre d'Albert Camus. Il y aura aussi un temps à la fin de la séance qui sera prévu pour les questions. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci de m'accueillir dans ce lieu habité, habité de livres, habité de gens qui aiment lire. Oui, alors j'avais déjà eu l'occasion, même si je ne m'en prétends pas du tout spécialiste, j'avais déjà eu l'occasion de parler des voyages d'Albert Camus de façon globale. Et cette fois, quand j'ai été sollicitée, j'ai choisi de concentrer plus particulièrement mon propos sur les deux voyages qu'il a fait en 1946 et en 1949 en direction de l'Amérique, l'Amérique du Nord, dans un premier temps, l'Amérique du Sud, la seconde fois. Donc, je l'ai fait aussi parce que je me suis toujours posé la question de la motivation qu'a eu Roger Quillot, qui est le premier grand éditeur, qui a fait la première édition de la Pléiade, qui a été le premier grand spécialiste de Camus. Je me suis toujours interrogée sur le fait que Roger Quillot avait choisi d'isoler parmi les notes des carnets que Camus tenait régulièrement, quelle que soit la circonstance, depuis l'âge de 22 ans. Pourquoi il avait choisi d'isoler les notes concernant ces deux voyages, faits à 3 ans de distance, et il les avait publiées, ces notes, sous le titre « Journaux de voyage », alors qu'il y a eu d'autres voyages avant, après, qui n'ont pas, aux yeux de Roger Quillot, mérité de figurer au titre des journaux de voyage. Mais c'est vrai qu'il y a une singularité à ces deux voyages-là. Donc je vais essayer de creuser ce qui en fait justement la singularité, en partant d'abord d'une réflexion sur la signification du voyage. Qu'est-ce que c'est que voyager pour Albert Camus ? Je partirai d'abord de sa naissance à Alger. C'est un lieu tout à fait spécifique puisque c'est une ville ouverte sur la mer et que c'est un port, un grand port. Donc dès son enfance, il a eu l'occasion de voir débarquer et repartir pour de longs trajets des paquebots, des bateaux qui venaient dans le port. Comment ne pas rêver de voyage quand on est né dans une ville qui est aussi un port? Donc je pense qu'il y a ce premier éveil, même si il dit, vous qui avez lu Le Premier Homme, vous le savez, même s'il dit avoir été profondément heureux dans Alger, dans le lieu de sa naissance, il n'y a donc pas véritablement raison de rêver d'un ailleurs, puisque ce lieu semble répondre à ses vœux, à son bonheur. Il y a une sorte de plénitude de l'enfance en ce lieu. Néanmoins, il me semble qu'il n'est pas indifférent d'être né dans un port, d'être né au bord de la mer. C'est aussi, je pense, un homme moderne, donc il partage ce phénomène moderne qu'est le voyage, le goût du voyage, en particulier chez les écrivains. Depuis le XIXe siècle, il y a quasiment une obligation faite aux écrivains d'aller se frotter à l'ailleurs, et on peut s'interroger pour savoir s'ils se rapprochent de ces pulsions-là, de ces motivations, de ces élans.
Alors, bien entendu, rien à voir avec ce qui motive le départ pour l'Orient d'un Gautier, d'un Maupassant ou même d'un Flaubert. Il est, lui, inscrit dans une sorte, non pas de lieu qui est uniquement l'Orient, mais il se sent très proche, sinon inscrit dans cet Orient. Il sait qu'il est justement dans un lieu social et géographique qui fait frontière avec l'Orient. Donc en aucun cas il n'y a pour lui volonté de dépaysement en partant vers une destination mi-réelle, mi-légendaire, comme c'était le cas pour les écrivains du XIXe siècle. Il ne fait pas partie non plus des écrivains, alors là j'aborde des écrivains qui sont plus volontiers dans ces écrivains de prédilection, des écrivains qui, comme Stendhal, sont partis par une sorte de désenchantement du pays dans lequel ils étaient nés. Pour Stendhal, c'est presque un désir de fuite hors d'un pays qu'il juge frustrant, décevant, décadent, et il projette sur l'Italie, donc dans son voyage hors de France, des aspirations à trouver justement un espace qui lui conviendrait mieux. Rien de tel, même si Camus aime Stendhal, le lit volontiers à différentes reprises, il n'y a pas chez lui de volonté de fuite, je l'ai dit, l'Algérie où il est né, il n'a pas le désir foncier d'en partir. Il aura, jeune homme, comme tous les hommes qui sont nés en Algérie, le désir d'aller dans la capitale, surtout quand on est un artiste, c'est une destination obligée. Mais ça n'est en rien un désir de fuir un environnement social, géographique, culturel qu'il jugerait insuffisant. Donc, alors, autre écrivain aussi du XXe siècle, qui pourrait être pour lui un repère, parce que ça a été une de ses grandes admirations, Malraux, grand voyageur s'il en est, ça rentrerait davantage dans ses références, même si, justement, il fait la part des différentes motivations qui ont poussé Malraux à voyager. Malraux est un peu dans la lignée de Stendhal, ça veut dire qu'il y a chez lui un désir d'aller voir ailleurs ce qu'il ne trouve pas, justement, dans son environnement politique, culturel, immédiat. Mais il rêve pour cela d'un grand bond dans une sorte d'altérité radicale. L'Asie se présente à ses yeux comme justement un pôle radicalement différent. Et puis il y a aussi politiquement des événements qui bougent, qui lui font penser qu'il est en train d'émerger peut-être un homme nouveau qu'il faut connaître. Alors, chez Camus, il n'y aura jamais de volonté d'aller se frotter justement à de telles comment dire, sociétés, pays, cultures aussi étrangères. Mais il est intéressé, bien sûr, par l'aventure que met en récit Malraux, lorsque les hommes, justement, qui se jettent dans ce périple lointain, se trouvent confrontés à des situations extrêmes, à des situations qui les obligent justement à se mesurer, à réviser leurs valeurs. Ça, oui, il retient peut-être cette motivation, être déstabilisé par le voyage dans un ailleurs, oblige à s'interroger sur ses attaches, ses références, ce qui fait la valeur justement de la vie et de son inscription dans le monde. Donc pas d'aspiration à aller dans l'ailleurs pour la nouveauté, pour le dépaysement, en aucun cas, bien entendu, voyage touristique pour consommer du pittoresque, mais quelque chose qui est plus spirituel d'emblée, qui correspond à une quête spirituelle chez lui. Le voyage doit être une mise en question. Il serait aussi, je pense, à rapprocher d'autres types d'artistes voyageurs, comme Delacroix, dont il lit les carnets de voyage. Il aime chez Delacroix le fait que c'est un voyageur sans préjugés, qui ne va pas dans l'attente justement d'un projet précis, mais plutôt dans l'écoute des sensations qui s'éveillent dans un paysage neuf, devant des couleurs différentes, devant des lumières différentes. Il est de cette qualité-là de voyageur, Camus. Il se reconnaît un peu en Delacroix.
c'est quelqu'un qui va se laisser pénétrer par les impressions. L'approche qu'il va avoir des pays va être immédiatement une approche sensorielle. C'est dans un second temps seulement qu'il essaiera de mettre au clair les idées, les réflexions que lui inspirent justement ces impressions. Donc voilà pour, si vous voulez, les possibilités de situer Camus par rapport à d'autres écrivains ou artistes qui vont justement faire ce voyage. On peut, pour justement établir très nettement sa différence par rapport à d'autres, le rapprocher de quelqu'un dont il a été l'ami et qui aurait pu avoir une démarche similaire. Je pense à Emmanuel Robles. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire Emmanuel Robles, qui est du même âge. Robles a quelques mois de moins que Camus. Il est né à Oran, qui est une grande ville portuaire aussi, et ils se sont connus à Alger dès 1937 et ont eu une amitié tout au long de leur vie. Eh bien, il a fait partie de la bande à Charlot, ça veut dire qu'il a accompagné Camus dans toutes les expériences d'édition, de travail à une activité culturelle à Alger. Donc il a partagé bien des goûts et des engouements même, le théâtre, etc., de Camus. Et quand on compare l'attitude face au voyage, c'est radicalement différent. Alors, Robles, lui, a été un très grand voyageur. Et de Malraux, qui a été leur commune admiration, il retient le départ vers les destinations les plus lointaines. À 21 ans, il s'embarque pour l'Inde, pour l'Indochine, pour l'Indonésie, pour la Chine, etc. Et il ne cessera de voyager. Et chaque fois qu'il revient de voyage, il fait un roman qui puise directement dans l'expérience du voyage. Ça n'est pas un écrivain voyageur au sens de Bouvier ou bien de Sylvain Tesson qui édite aussitôt son journal tenu au fil du déplacement. Mais il est un écrivain lié au voyage, son inspiration est puisée directement, immédiatement, dans le voyage effectué. Voilà, donc Camus aime beaucoup Robles, il a beaucoup fait pour qu'il soit édité, il l'estime, il aura publié d'ailleurs chez Charlot ses premiers romans, mais il n'a pas du tout la même attitude. Lui, dans le voyage, même s'il va tenir ses notes qui vont être des informations précieuses, ne tiendra absolument pas à les publier telles quelles. Ça n'est pas un écrivain voyageur au sens où le voyage en aucun cas ne va être la matière directe et exclusive de ce qu'il aura à écrire. Donc, pourquoi part-il aux États-Unis dans un premier temps? Eh bien, en fait, ça n'est pas une inspiration ou un désir foncier. C'est une sollicitation. En 1946, déjà depuis 1945, depuis septembre 1945, la femme de son éditeur américain l'avait sollicité pour venir aux États-Unis. Donc, l'idée avait cheminé, et puis un accord a été fait entre justement l'éditeur américain et les services culturels français, qui ont tout de suite approuvé cette invitation à faire des conférences pour les affaires étrangères, pour les affaires culturelles. C'était l'occasion, bien entendu, d'asseoir la diffusion de la culture française en profitant de la notoriété d'un écrivain qui a déjà une reconnaissance. La preuve, c'est qu'il est justement traduit et publié aux États-Unis. En fait, lorsqu'il va aller aux États-Unis, c'est moins en tant que romancier, même s'il a publié, ou même en tant qu'essayiste, même s'il a publié en 1945 tous les grands textes du cycle de l'absurde. En 1942, le mythe de Sisyphe et l'étranger, et puis en 1944, le malentendu, me semble-t-il, et Caligula, qui a longtemps été retardé. Donc les grands textes ont été, bien entendu, publiés, et il a acquis cette notoriété.
Mais que s'est-il passé justement depuis 1942? Et c'est l'embarquement, si j'ose dire, l'engagement de Camus dans le journalisme, dans la résistance d'abord. À partir de 1943, il entre dans le mouvement Combat en clandestinité et il va être un des rédacteurs principaux du journal Combat. Et lorsque Combat sortira de la clandestinité, il va tenir à bout de bras ce journal auquel il est identifié pendant justement des mois. Donc en 1945, c'est surtout le journaliste en fait qu'on attend. Et c'est en tant que journaliste qu'il va concevoir son voyage. Lorsque les affaires étrangères lui demandent de prévoir des cycles de conférences, il va proposer des sujets qui ne sont pas véritablement des sujets littéraires, mais bien des sujets qui correspondent à cette lourde expérience de journaliste qu'il a assumée. Et il proposera par exemple comme premier sujet un an de journalisme libre, comme deuxième sujet plaidoyer pour l'Europe. Donc vous voyez bien, ce sont des sujets qui sont à mi-chemin entre le bilan de tout le travail qu'il a fait, le travail harassant qu'il a fait comme journaliste à Combat, et le point où il en est dans sa réflexion politique, de chercher justement à trouver un modèle pour l'Europe qui ne soit pas justement entre les deux pôles qui dominent au sortir de la guerre sur le plan politique et sur le plan économique le monde, c'est la bipolarité entre l'URSS et les États-Unis. Lorsqu'il y va, d'ailleurs, en 1946, aux États-Unis, il a déjà rédigé « Ni victime ni bourreau », qui sont des textes qu'il avait publiés dans Combat et puis qu'il a publiés de façon distincte, qui est une sorte de volonté, justement, déjà de prendre un peu de hauteur par rapport au travail d'écrivain, en asseyant sur cette expérience, si vous voulez, une réflexion, on va dire, de philosophie politique. Donc, il a déjà montré qu'il ne voulait pas de modèle totalitaire à ses yeux comme celui du communisme à la soviétique ou celui du libéralisme déchaîné à l'américaine. Pour lui, ce sont des modèles qui prétendent œuvrer pour le bonheur de l'homme, mais sans tenir compte véritablement de l'homme. Faire le bonheur de l'homme malgré lui, en quelque sorte, et lui cherche une troisième voie. D'où les sujets qu'il propose. Alors, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que vous savez que quand on va aux États-Unis, il faut remplir des formalités de police dans lesquelles on s'engage à ne pas venir faire d'attentats, ne pas avoir d'armes, ne pas venir pour tuer le président des États-Unis. Et il y a parmi le questionnaire qu'on pose pour savoir à qui on a affaire, la question « Avez-vous jamais adhéré au Parti communiste ?» Voilà, et Camus répond non. C'est assez compréhensible, puisque ça aurait sans doute freiné, voire empêché son voyage aux États-Unis. On s'étonne cependant que les services secrets des États-Unis n'aient pas tiqué sur cette omission, sinon sur ce mensonge. Bref, il accepte ce voyage dans ces conditions, vous le voyez bien, un peu pour s'aérer. Il est épuisé en 1946, au terme justement de la traversée de la guerre, de la clandestinité, de ce travail à Combat. Des dissensions qui commencent à se faire jour aussi au sein du journal, il a besoin de s'aérer, et c'est le moment aussi, comme il le dit, c'est une de ses expressions, d'être au clair, c'est-à-dire de voir un petit peu plus clair dans sa pensée, même s'il a déjà posé des jalons dans Ni victime ni bourreau. Donc, il s'embarque pour les États-Unis dans un voyage qui est organisé par les affaires étrangères. Le second voyage qu'il fera sera également organisé par le service culturel des affaires étrangères, ce qui fait qu'il est un peu lié. C'est-à-dire qu'il sait, en s'embarquant, qu'il va devoir répondre à des obligations, non seulement les conférences, ça c'est la moindre des choses, il s'y engage, mais aussi il va être un peu lié, plus dans le deuxième voyage que dans le premier, par des obligations, on va dire, de représentation. Il n'y va pas à titre officiel pour représenter véritablement la France, mais néanmoins, il est tout de même missionné par le service des affaires étrangères. Et
une autre chose qui freinera sa liberté de voyage et qui fait la différence de ses voyages par rapport à d'autres dans lesquels il aura justement toute son autonomie, le problème de la langue. Camus est un piètre linguiste au sens où il lit l'anglais, il lit l'espagnol sans problème, mais il ne parle vraiment aucune autre langue que le français, dont il dit dans ses carnets que c'est sa seule patrie. Le rapport à la langue est très très important pour lui. Donc, il prend des cours d'anglais avant d'aller aux États-Unis et même à bord du bateau, mais ça ne suffit pas pour engager des conversations. Il aura besoin d'interprètes, il aura toujours une médiation entre les gens, le pays et lui. Ce qui est déjà contraire, vous le voyez bien, à ce qu'il attend du voyage, qui est justement de se laisser porter par ses impressions, d'être immergé justement par les sensations. Bon, il aura essentiellement à faire des conférences à New York, et puis ensuite il voyage à Washington. Bon, c'est essentiellement sur ces deux grandes villes qu'il aura à faire ses conférences. Le voyage se fait par bateau. Ça n'est pas pour lui déplaire, hein. C'est un voyage qui prend plusieurs jours. C'est déjà très long de se rendre au Havre, où il doit embarquer. On est au sortir de la guerre, hein, rappelez-vous. Et il y a ensuite bon, le train à prendre de Paris, puis un car, enfin c'est un périple. Enfin, sur le bateau, il y a une dizaine de jours pour arriver aux États-Unis. Et déjà sur le bateau, en quelque sorte, il a en microcosme ce qu'il attendra lorsqu'il aura débarqué. Ça veut dire qu'il y a des contraintes sociales. Le bateau, c'est une micro-société où il y a des voyageurs avec qui on doit converser, avec qui on doit partager ses repas, et même en 1946, les affaires étrangères ont été un peu pingres, on le fait voyager sur un cargo, il voyage dans une cabine qui est prévue pour 4 passagers, on ajoute un lit supplémentaire, ils sont 5, on a un côté chambré, hein. Bon, ça le contrarie un peu, mais pas plus que ça, parce que dans le fond, il l'avait dit dans ses carnets, dans des voyages antérieurs, la difficulté à voyager de façon matérielle, concrète, ça fait partie du voyage. Donc ça, il le prend plutôt bien, il s'en accommode, mais être constamment au contact des gens, devoir faire preuve de socialité, ça lui pèse. Parce que Camus est un homme plein de contrastes, qui aime beaucoup rencontrer les gens, qui a un goût profond pour les gens, et qui aime la solitude. Et sur ce bateau, il lui est assez difficile de s'isoler. Il faudra qu'il trouve des espaces, justement, en montant sur le pont, en regardant la mer, où enfin, il retrouve un peu de calme au milieu, justement, de toutes ces contraintes. Alors, la contemplation de la mer va être un motif extrêmement important dans ce voyage, long pour aller, prenant autant de temps au retour, donc il lui laisse le temps de contempler la mer. C'est l'occasion pour lui de mettre des notes justement sur les différentes images, les différentes facettes de la mer, et on va voir comment ça va résonner ensuite dans son œuvre. Pour le voyage en Amérique du Sud, le voyage sera plus long encore, il faudra plus de 15 jours en bateau, mais il voyagera dans des conditions un tout petit peu plus confortables. Dans la seconde expérience, il aura une cabine particulière. Et quand il aura une voiture particulière dans la seconde occasion, il en ressentira comme une culpabilité, parce qu'il voit sur le bateau des gens pauvres qui voyagent dans des conditions beaucoup plus inconfortables, dans des cabines où il y a quasiment un côté caserne, hein, et où les gosses n'ont pas beaucoup d'espace. Il aura honte de voyager si confortablement devant des gens pauvres. Autre expérience déjà intéressante, parce que le bateau est peut-être la partie sur laquelle il a pris le plus de plaisir, mais ce plaisir est déjà fissuré par ces quelques remarques qu'il pose dans les carnets. Dans le second voyage vers l'Amérique latine, il y a des émigrés. Et lorsqu'il en a marre des conversations un peu convenues, polies, qu'il est obligé de tenir,
de la musique qu'il est obligé d'écouter avec les autres passagers pour se montrer justement liant. Il monte sur le pont et il y a, on le voit chez lui, une grande attraction, une sorte d'aimantation pour aller plutôt du côté de ces pauvres qui voyagent justement sur le pont pour échapper à l'enfer de leurs conditions de voyage dans des grandes cabines. Il les écoute chanter, il y a probablement un peu d'identification, ou en tout cas de reconnaissance dans leur parcours de quelque chose qui fait partie de son histoire familiale. Il est un descendant d'immigrés en Algérie. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il sait qu'il est dans un entre-deux. Il n'est plus dans cette situation, justement, de pauvreté extrême qui a poussé les siens à émigrer. Et il ne se reconnaît pas dans les nantis qui voyagent justement dans des cabines confortables. Il est dans une sorte d'équilibre instable et il écrit justement qu'il prend plaisir, il se sent heureux en leur compagnie et cette notation est suivie d'une parenthèse pendant quelques secondes. Donc il est là, vous le voyez bien, déjà en train de se poser des questions que pose le voyage pour lui. Dans le fond, ce sont des questions existentielles. Alors, ce ne sont pas des questions véritablement sur son identité. Il n'est pas en train de s'interroger. Il a des appartenances fortes, je l'ai dit. Il sait qu'il est français. Il sait qu'il est français d'Algérie, avec ce que ça représente de différence et d'inscription particulière. Donc, il ne se pose pas de questions en tant que français. Même sur le plan de son identité nationale, ce n'est pas du tout un nationaliste. Mais il ne questionne pas cette identité-là. Il est plutôt dans une sorte de questionnement sur sa place dans le monde, dans la société, en tant qu'individu cherchant le bonheur, et en tant qu'individu cherchant le bonheur, sans pouvoir être heureux si les autres ne le sont pas. C'est-à-dire cherchant à la fois un bonheur particulier et le bonheur collectif. C'est ça, sa grande question. Et c'est ça qu'il va interroger. Qu'est-ce qui fait mon bonheur? Qu'est-ce qui me comble? Et qu'est-ce qui fait que je puisse être heureux lorsque je regarde autour de moi? Donc le voyage en bateau, l'expérience du bateau est déjà importante. Mais il n'y a pas de désir d'Amérique. Il part, on le voit, avec curiosité, avec ces sortes justement de disponibilité au questionnement. Je dirais qu'il n'y a pas véritablement, comme pour les voyages vers d'autres destinations, le pôle méditerranéen, la Grèce dont devait parler justement Virginie Lupeau, qui est vraiment son pays de rêve, son pays de cœur. L'Amérique, bon, il y pense parce que aussi, je l'ai dit, c'est un homme qui vit dans le monde contemporain, il lit les romanciers américains et donc il sait qu'il y a aussi un milieu culturel, des artistes qui innovent, qui l'intéressent, mais il sait aussi que ces artistes sont souvent des individus singuliers qui ne correspondent pas à l'américain moyen. Bref, je pense qu'il y va dans des dispositions de fatigue et de manque, je dirais, d'appétit, qui expliquent que dès que le bateau arrive dans la baie de New York, eh bien, il y a d'emblée une grande déception. Et il dit, dans le fond, on se croirait porte d'Orléans. Et puis les passagers qui sont derrière lui disent, oui, c'est Gennevilliers, hein, c'est vraiment les immeubles modernes des banlieues, c'est ce qu'on déteste. Donc, la première image d'arrivée, de débarquement, si vous voulez, est une immense déception. Mais Camus se méfie, parce que c'est un homme qui justement a le sens de la nuance, de ses premières impressions, même si je l'ai dit, elles sont très importantes pour lui. C'est un hypersensible, c'est par les sens, par la sensibilité qu'il prend contact avec un paysage humain comme avec les gens. Donc, première impression très déceptive, mais bien sûr, il sait qu'il aura le temps de changer et d'avoir à modifier ses premières impressions. Elles ne sont pas foncièrement différentes, parce que, bien entendu, ces guides vont l'amener
dans le cœur battant de la ville, à New York. Manhattan, les grands buildings, tout cela, bien entendu, c'était obligé, il s'y attendait. Il n'y a pas vraiment de surprise et je dirais, ni étonnement. Il n'y a pas d'émerveillement devant ce qui peut, justement, pour d'autres Européens, constituer la nouveauté, l'extrême particularité d'une ville comme New York. Et il a cette réflexion qui me paraît très intéressante. Il dit, bon, les gratte-ciels, il l'utilise parce qu'il a appris son vocabulaire anglais, the skyscrapers, hein, donc il utilise le mot anglais, mais il dit, dans le fond, pourquoi ça m'impressionnerait? Parce que quand on marche, le regard ne porte finalement qu'à la hauteur de son visage. C'est-à-dire qu'il y ait des dizaines d'étages au-dessus, on ne le perçoit pas. À la longue, à force de marcher dans les rues justement bordées de tels immeubles, il comprendra que ce qui lui manque le plus, c'est la vision de la nature. Et il aura des expressions très figurées et très fortes pour dire ce sont des cubes de béton qui mettent en cage. Donc il se sent... Alors en plus, il faut savoir que Camus est claustrophobe, hein, et que ça ira en empirant au fur et à mesure que sa maladie des poumons va s'aggraver. Il a souvent des crises d'étouffement et tous les endroits où il se sent resserré dans un lieu fermé sont pour lui tout à fait insupportables. Et donc il a cette idée justement d'une ville qui est enserrée par les buildings qui cachent la nature et qui isolent l'homme. Et il a un sentiment, dit-il, d'exil. Il est dans le désert de la ville. Toutes ces expressions sont bien entendu métaphoriques chez lui. Le désert de la grande ville, il utilise cette métaphore pour d'autres villes. Hein. C'est tout ce qui coupe l'homme du milieu naturel. Donc plus les villes sont grandes, il a horreur des grandes villes d'une façon générale. Il n'aime que moyennement Paris. Par moments, d'autres moments, Paris lui apparaît insupportable. Il n'a pas aimé Lyon, par exemple, il n'a pas aimé Oran. Il aime les grandes villes, si elles ont des ouvertures sur la mer et si elles ont une société mêlée. Voilà. Il n'aime pas les villes monotones qui enferment. Alors, que dit-il, par exemple? Il faudrait quand même que je vous lise des petits passages de ce qu'il écrit sur ces monstres de pierre. Voilà. Impression d'être pris au piège de cette ville. Je pourrais me délivrer des blocs qui m'entourent et courir pendant des heures, sans rien retrouver que de nouvelles prisons de ciment, sans l'espoir d'une colline, d'un arbre vrai, d'un visage bouleversé. Donc vous voyez bien, on est dans un monde qui lui paraît inhumain, un monde où l'homme est exilé. Alors, en fait, il y a des moments où ça se passe mieux. D'abord parce que les guides ne sont pas justement sourds à sa personnalité, donc on l'amène dans des lieux comme Chinatown, où il est ravi de voir justement une société grouillante comme il l'aime. On l'amène bien entendu dans les quartiers noirs, à Harlem. Il adore la musique que jouent les Noirs. Il est bien entendu sensible à leur misère, et il dit enfin le contact avec le concret. Pourquoi dit-il cela? Il a aimé aussi les quartiers hispaniques, etc. Donc tous ces quartiers mêlés lui plaisent davantage. Mais la première impression reste forte d'une ville, si vous voulez, qui cache à l'homme ce qui devrait être justement l'environnement naturel de l'homme. Quant parce que le paysage c'est une chose, l'urbanisme c'est une chose, les gens, eh bien il a des avis mêlés, il n'arrivera pas à se faire une idée très précise. D'abord il le dit. C'est un voyage qui a beau être un voyage de 6 semaines, ce n'est pas rien, c'est quand même pas assez pour pénétrer véritablement la société américaine. Mais enfin, ce qu'il envoie, il envoie de bons aspects et des aspects qui l'irritent profondément. Alors, parmi les bons aspects, l'hospitalité, le caractère direct et immédiat des Américains qui se montrent extrêmement accueillants, qui invitent chez eux sans problème, leur générosité,
il donne des anecdotes. Par exemple, un jour où il fait sa conférence, on a fait payer les gens à l'entrée, c'est pour une œuvre caritative. Et puis à la fin de la conférence, on s'aperçoit que la caisse a été barbotée. Et donc le vol prive l'œuvre caritative de la ressource. Le speaker fait une annonce, et aussitôt tous les gens qui étaient venus et qui avaient déjà payé paient une seconde fois, plus encore que ce qu'ils avaient payé la première. Donc il admire cela, hein, ces élans de générosité. Il admire aussi le fait que on s'occupe des enfants, qu'il y ait beaucoup de choses prévues pour les enfants, tout cela lui semble intéressant. Qu'est-ce qui résiste dans le fond? Pourquoi ne se reconnaît-il pas en eux? Parce qu'il pense qu'ils sont... Alors il utilise cette expression dans un contact de l'écorce. Ils restent à la surface, comme s'ils avaient peur. Ils s'étourdissent. Ils font étalage de leur puissance, de leur richesse, comme des enfants. Il raconte les magasins à plusieurs étages où il y a une débauche de marchandises, quelquefois très spécialisées. Alors c'est une description de certaines caractéristiques de New York tout à fait étonnantes. Des magasins où il y a des animaux sur 5 étages, du plus petit animal au plus grand, suivant qu'on monte. Bon, enfin bref. Et le contraste avec l'Europe dont il sort. La dernière image du bateau, c'était le Havre aux immeubles détruits, c'était l'Europe blessée. Et il arrive dans cette Amérique, repliée sur elle-même, contente de sa puissance, aveugle dans le fond, au sort, même si elle est venue en aide à l'Europe, bien entendu, durant la guerre, vivant dans une insouciance, une indifférence. Et il a cette expression, il cherche, il y a un tragique américain. Il est très préoccupé, bien entendu, de définir, c'est toujours ces questions existentielles, le sort de l'homme à la recherche du bonheur et en but au tragique. Mais le tragique américain est très différent du tragique dans lequel il se reconnaît, le tragique méditerranéen. Le tragique méditerranéen, pour lui, consiste à affronter le mal, le malheur de l'homme, tout ce qui fait, justement, l'obstacle au bonheur. Tandis que, dans le tragique américain, c'est se préserver du mal. Et il dit il faut apprendre à résister au tragique après l'avoir regardé et non pas en évitant de le regarder. Donc voilà ce qu'il retient dans le fond de son voyage aux États-Unis. Il se sent profondément européen. Ce voyage a renforcé sa conviction qu'il est un être rattaché culturellement à un espace géographique, culturel, et il fait l'impasse, bien entendu, sur ce qui a été de profonde joie. Il a quand même noué une idylle avec une jeune américaine, bien entendu, dans les carnets qui évitent de confier le plus intime, soit qu'il se censure lui-même, soit qu'au moment de les confier à un lecteur comme Roger Quillot, en qui il a confiance, il enlève des pages où il enlève certaines notes. Il n'y aura pas de trace, bien entendu, de tout ce qui a comblé quand même, ce qui l'a fait oublier justement le malheur de l'Europe, cette Amérique qu'incarne d'une certaine façon Patricia Blake, la jeune femme très d'abord francisante, avec qui il peut parler français, lui qui cherche le contact direct, qui est une amoureuse de la littérature française et qui est belle, jeune, elle a 20 ans, lui en a 33, et qui lui fait dans le fond recouvrer une certaine forme de jeunesse. Voilà. Donc, je m'aperçois que j'ai... Eh ben oui. Oui. Je vais essayer d'aller plus vite sur le second voyage en Amérique du Sud. Alors, en Amérique du Sud, donc, c'est aussi un voyage qu'il fait sur sollicitation. Ça correspondrait davantage à une de ses curiosités. Pour les États-Unis, il n'avait pas une véritable envie. Bon, l'Amérique du Sud, c'est plutôt quand même une partie du continent américain qui l'intéresse. Pourquoi ? Parce que c'est une terre de mélange, c'est une terre de colonisation, et que ça fait écho à ce qu'il a vécu. Ça lui rappelle, bien entendu, justement, sa naissance dans une terre coloniale, et il est très intéressé. Et il va, justement, toujours avec la même préoccupation, essayer de voir s'il y a
Et il a le sentiment que c'est possible, même quand il est au Brésil, qu'il y aurait peut-être à attendre entre les deux modes de civilisation qui ne lui conviennent pas, hein, le communisme dont il sait à quoi il mène, à quels extrêmes et outrances il mène, et le libéralisme américain dont il pense que ça ne peut pas constituer un modèle suffisant. Il pense que dans un pays comme le Brésil, grand, puissant, populeux, il y aurait peut-être à attendre justement qu'il invente une nouvelle société. Camus est dans l'attente quand même qu'on lui propose un modèle de société nouvelle. Donc il va davantage être attentif. D'abord c'est un voyage plus long encore que le premier, mais il y va dans un état de santé précaire. Et quand on lit les notes, on voit combien ce voyage met à l'épreuve sa résistance physique. Il a très vite de la fièvre, il doit s'aliter pour pouvoir assumer ses obligations de conférence. Et même s'il y va cette fois comme écrivain reconnu en 1949, il est devenu l'écrivain de la peste. Il s'agace d'ailleurs d'être présenté systématiquement comme ça. Ses conférences font à chaque fois ça le comble, mais il n'est pas dupe. Il sait qu'il n'a pas fait son œuvre, il sait qu'il n'a pas trouvé encore ce qu'il devait trouver. Et le voyage va peut-être essayer de lui faire comprendre ce qu'il y a d'essentiel, il l'espère. Mais enfin, il n'est pas dupe, il sait que les gens qui viennent l'écouter sont dans une sorte de mode. Il pense ne devoir parler dans une salle comble que pour 2 ou 3 visages vrais, dit-il, auxquels il essaie de se raccrocher en pensant qu'on peut vraiment l'écouter. Bon. Donc il se déplace. Et puis alors le voyage est épuisant. On le traîne sans arrêt en l'embarquant dans des petits avions qui ont un retard fou, lui qui déteste l'avion. On le traîne donc de Rio dans des petites villes. Il doit aller au Chili. Alors il fait tout le Brésil, hein, dans plusieurs lieux. Par exemple, pour aller à Iguape, au sud du Brésil, 300 km à partir de Rio, 10 heures de route dans des conditions épouvantables. Bon, il est épuisé par ce voyage, au point que, alors qu'il avait tant aimé le bateau à l'aller, il devra prendre l'avion au retour avec un médecin, tant il est justement au bord de l'épuisement. Il écrit qu'il a une grippe, mais il nie la réalité. Il a en fait bel et bien une rechute de tuberculose, et en revenant, il est persuadé qu'il n'en a plus pour très longtemps. Il réchappera bien entendu de cette rechute. Bon, il écrit beaucoup sur le voyage en Amérique du Sud, et il écrit quelquefois, comme pour se documenter, on voit le journaliste réapparaître. Donc par exemple, quand on l'amène voir une macumba ou des cérémonies, il note très scrupuleusement le rituel, avec une sorte de distance. Il ne se laisse pas prendre, sauf par moments, quand justement un visage, c'est-à-dire quand il peut se raccrocher à autre chose qu'à un rituel magique. Il se méfie beaucoup de la magie, de tout ce qui a à voir avec le dieu ou les dieux. Hein. Donc il note cela, et puis à un moment donné, lassé d'être pris dans le fond à une sorte de voyage qu'il n'aime pas, grosso modo un voyage touristique qui absorbe du pittoresque, il écrit « Je n'en finis pas de noter des riens », alors que ce qu'il a écrit est fourmille, si vous voulez, d'indications, et il s'en resservira après. Alors, je vais assez vite sur ces voyages et sur les rencontres qu'il y fait. Quelques écrivains qui sont soit des écrivains espagnols qui ont fui le franquisme, soit des écrivains sur place en Uruguay où il rencontre Victoria Ocampo, par exemple, avec qui il restera très lié. Bon, les rencontres sont intéressantes, quelquefois justement resteront de vraies amitiés, même s'il sait que dans le voyage on se jure de se revoir et on est sincère sur le moment, on l'oublie 2 secondes après. Que compte-t-il faire de ces notes, dans le fond? Pourquoi a-t-il pris des notes? Eh bien, c'est que même s'il est allé en tant que journaliste, la première, dans le fond, comme la seconde fois, il reste un artiste. Et il sait que ce qui doit motiver, ce qui fait son bonheur, la question du bonheur est toujours celle qui le taraude, hein, c'est justement le désir qu'il a d'accomplir une œuvre.
Et cette œuvre, c'est ce qui correspond à sa vérité intime. Et même en 1949, alors qu'il a connu le succès avec l'étranger, les grands essais philosophiques, avec la peste en particulier, il n'est pas satisfait de ce qu'il a écrit. Il pense qu'il est toujours sur la voie, qu'il espère trouver cela. Alors, dans les voyages, qu'est-ce qu'il va retenir des notes et réutiliser? Toutes les notations prises sur la mer. Parce que le voyage en bateau, justement, l'a mis au plus près de ce qu'il recherche, c'est-à-dire, il a une très belle formule en disant, dans le fond, le voyage, ça doit nous mettre au contact de l'éternité. Ce sont des formules, quelquefois, très abstraites qu'il a. Il a le goût de la formule, de l'aphorisme, et quelquefois, on a du mal à comprendre ce qu'il entend véritablement sur certaines formulations. Mais la mer, indiscutablement, il l'a observée. Il a eu le sentiment, sur le moment, de ne pas pouvoir rendre compte de la richesse des impressions et de ce qui fait l'attirance qu'il ressent toujours pour cet élément. Bon, il l'analyse, il sait très bien, il est intelligent, et il sait que la mer représente à la fois tout ce qu'elle peut inspirer de pulsions de vie et de pulsions de mort, qu'elle est les deux à la fois, qu'elle est une sorte de gouffre dans lequel on a envie de s'abîmer, et il a toujours la tentation du suicide, de chercher la paix dans l'anéantissement, et puis c'est aussi ce renouvellement perpétuel, etc. Et même s'il pense qu'il n'arrivera pas à dire ce qu'il a à dire de la mer, il reprend ses notes, et on le voit, même après le retour, en 1951, il reprend les notes sur la mer, il les isole, et ça deviendra en 1954 ce très bel essai poétique qui est La mer au plus près, qui est un des beaux textes où Camus dit beaucoup de ce qui le constitue, dans son instabilité, dans sa volonté d'être à la fois rattaché à un espace, mais qui est plutôt un espace sentimental, affectif, plus que géographique. Donc, il arrivera à écrire justement cet essai. Ou bien du Brésil, par exemple, lorsqu'il va à Iguape, alors qu'il a noté, que ce soit à Bahia ou bien en d'autres lieux, ces sortes de documentaires sur des cérémonies religieuses, il retiendra du Brésil, justement, quelques éléments pour mieux les intégrer, et c'est ça qui est intéressant. Le voyage ne le change pas, il ne devient pas autre, c'est pas du tout Victor Ségalen pensant que le voyage fait qu'on ne revient jamais identique à celui qu'on était avant de partir. Je pense que pour Camus, c'est exactement l'inverse, et les deux voyages en Amérique prouvent cela. Il revient en revenant à son centre d'inscription, à ses attaches foncières. La mer, parce qu'il est méditerranéen, et même si c'est l'océan Atlantique dont il s'inspire, il publie La mer au plus près dans l'été qui est consacré à une inspiration méditerranéenne. C'est la mer indépendamment d'un océan particulier. Et pour la nouvelle qu'il retirera de son voyage, par exemple, au Brésil, qui s'appelle La pierre qui pousse, il commence par s'inspirer de ce qu'il a vu au Brésil, mais il n'est pas du tout dans le reportage, ni dans la mise à profit réaliste, comme le fait par exemple Emmanuel Robles pour ses romans. Il va intégrer complètement tout le syncrétisme qu'il a regardé avec distanciation sans pouvoir y entrer. Il l'amène en lui et il fait du personnage dans lequel en fait il se dépeint, le personnage de l'ingénieur qui arrive à Iguape pour construire un barrage, il fait de ce personnage l'homme dans le fond qu'il a été avant de partir et qu'il est quand il est revenu, c'est-à-dire quelqu'un qui, au Brésil, a compris qu'il appartenait aux gens les plus pauvres. Le Brésil, c'est un pays de contraste avec justement des quartiers riches au bord des favelas. Les favelas, il les a visités et il sait qu'il appartient plutôt au monde des pauvres, définitivement, alors que sur le bateau, les émigrés l'avaient laissé dans un entre-deux. Là, voilà, il a décidé, il a enfin tranché dans ses hésitations, dans ses doutes. Si vous connaissez la nouvelle, l'ingénieur prend la place d'un pénitent en portant une énorme pierre qui pèse de 60 kilos.
et qu'il devait amener dans l'église au pied de la statue de Jésus, du bon Jésus, en fait, en prenant la place de ce pénitent, il détourne la pierre, va la déposer dans une case des plus humbles pour prendre place parmi les pauvres. Et c'est dans le fond, vous le voyez bien, bien que déplacé dans un environnement extrêmement différent de son Algérie, une sorte de retour à l'Algérie natale. Dans le fond, le seul voyage qui vaille, c'est celui que Homère a enseigné avec l'Odyssée. Le voyage est constitué d'épreuves, bien sûr, mais c'est pour savoir justement qu'il faut revenir à ce qui fait sa vérité d'homme. Et pour Camus, sa vérité est inscrite justement parmi les pauvres, en Algérie, dans des substituts de l'Algérie, lorsqu'il verra qu'il ne peut plus rester dans cette Algérie multiculturelle dont il a espéré qu'elle serait justement, comme il l'a espéré du Brésil, un modèle de société inventant justement une fraternité multiethnique, on va dire, qui ne soit pas dans le syncrétisme, c'est-à-dire dans l'abolition des différences, mais qui puisse être dans le respect des différences. Voilà. Donc il me semble que du voyage, il revient conforté dans ses premières inscriptions, dans ce qui a fait sa vérité d'homme. Oh. Bon, ben alors c'est compliqué de commencer le dialogue parce qu'elle a dit beaucoup de choses. Alors, bien sûr, je ne vais pas résumer ce que Virginie Lupeau aurait pu dire sur les 2 voyages en Grèce qu'il a fait. Une petite parenthèse simplement avant de venir à des questions sur ce que tu as dit. Je la tutoie si tu n'as pas. Oui, on se connaît depuis très longtemps. Donc, effectivement, il y a ces 2 voyages en Amérique. Il y avait eu, dans les années 30, des voyages, plus ou moins choisis. Il était passé en Tchécoslovaquie et sa claustrophobie faisait que déjà, il était passé par les montagnes allemandes et il était très malheureux dans la montagne, il se sent prisonnier, et que quand il arrive dans la plaine italienne, puisqu'il continue par l'Italie, c'est merveilleux. Tout ça, on le voit dans La mort dans l'âme, qui est un des textes centraux de L'envers et l'endroit, sa première publication. Et puis, il y a un voyage que je voudrais quand même dire aussi de cette époque-là, le seul voyage qu'il fasse en terre espagnole, où il va à Palma. Mais ensuite, il n'y retournera plus jamais à cause de Franco. Et il n'ira pas, quoique des gens l'auraient aimé, dans la terre de ses ancêtres, qui est Minorque. Bon. Mais c'est important. Cela dit, les 2 voyages de désir, pour reprendre ce que tu... C'est tout à fait juste, c'est l'Italie et la Grèce. Oui. Hein, l'Italie dont il rêve, et où il va très tôt aussi dans les années 30, et on a une correspondance absolument merveilleuse. Il n'a pas un sou, et il a 2 amis qui n'ont pas plus d'argent que... Et ils se font des comptes d'apothicaire en se disant comment on va réussir à aller en Italie. Et ils réussissent à y aller. Elle n'est pas encore publiée, cette correspondance, mais elle est absolument merveilleuse. Et on a, dès le recueil de Noces en 1939, des textes magnifiques sur l'Italie, qui ne sont pas non plus des textes de, des journaux de voyage, mais qui sont complètement repris. Lisez par exemple dans Le désert, c'est pas du tout le Sahara. C'est un désert beaucoup plus symbolique, mais c'est complètement imbibé de Florence, de la ville de Florence. Et il est amoureux, mais incroyable, de l'Italie, de ses paysages, des visages des gens, de la peinture, de tout. Hein. Et franchement, il faut lire Le désert. Quand on lit Noces, on lit très souvent Noces à Tipaza, on lit quelquefois Le vent à Djemila, puis on oublie Le désert. Pour moi, Le désert est un des plus beaux textes de Camus et c'est véritablement nourri de ce premier voyage en Italie. Alors, il y retournera, et là, voyage très artistique aussi, pour voir des peintres précis, Piero della Francesca. Bon. Et puis, le voyage en Grèce, qu'il voulait faire très tôt et qu'il a fait très tard, dans les années 50, parce que la guerre l'avait empêché de faire, qu'ensuite, il y a eu des obligations.
Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur les journaux de voyage tels que les a rêvés Roger Quillon. Je vais lui poser des questions, je vous jure, hein, mais j'avais envie de compléter tout cela. Les journaux de voyage, il n'y a dans ce petit volume que les journaux d'Amérique, mais les 2 voyages en Grèce et les voyages en Italie que l'on trouve dans les carnets. Hein. Il suffit de les chercher un tout petit peu dans les carnets de Camus qui ont été publiés en 3 volumes, carnet 1, carnet 2, carnet 3, que l'on trouve très facilement en folio. Les passages qui sont vraiment datés sur l'Italie et la Grèce sont merveilleux. Et les voyages en Grèce en particulier sont d'un lyrisme extraordinaire. Oui, c'est sa vraie patrie. Voilà, il le dit, hein, je me sens un cœur grec. Bon. Et la deuxième fois, en plus, il y va avec des amis très proches et ils sont en bateau et ils vont d'île en île. Alors pour lui, c'est le sommet. Donc, je crois que c'est important de rappeler ces voyages de désir qu'il a fait. Mais, comment dire, il attendait les occasions, mais il ne se précipite pas. Et puis, je rejoins tout à fait ce que tu as dit sur il ne va pas chercher des destinations exotiques, et en tout cas, il ne fait absolument jamais de tourisme. Alors, je voudrais, tu me diras si tu es d'accord, pour mettre aussi dans les voyages, le seul voyage qu'il fasse en Algérie pour descendre dans le sud. Et c'est très tard, 1952, il descend dans le sud et il descend tout seul en voiture. Et là, c'est très très important, il a envie de voir le sud, parce qu'effectivement, il ne connaît de l'Algérie, bon, bien sûr, il connaît très bien toute la côte, et puis un peu les hauts plateaux, la Kabylie, mais au-delà, il n'est pas descendu. Et il sait combien cela manque. Et donc, il descend jusqu'à la limite de la Guad, Gardaïa, dans un voyage qu'il fait seul, comme une sorte, et ça rejoint exactement ce que tu disais, comme une sorte de moyen de coïncider avec lui-même à travers le désert. Et là, on a aussi dans ses carnets des passages absolument extraordinaires sur ce que lui fait le désert. On est en train de découvrir que le voyage dans le sud a aussi des résonances politiques puisqu'il y va au moment du centenaire de ce qu'on a appelé le sac de la Rouate, où la ville avait été mise à feu et à sang. Mais il y va pour coïncider avec le désert et il en tire la merveilleuse nouvelle qui fait partie du même recueil de nouvelles que La pierre qui pousse, l'exil et le royaume, et c'est la femme adultère qui se passe à la Rouate, et ça on le sait, et les lieux sont très clairement dits, et quand on va à la Rouate, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, et qu'on fait exactement le chemin, et qu'on termine en haut de la forteresse avec le désert au coucher du soleil. Excusez-moi, des amis algériens m'ont fait faire cela, c'est extraordinaire. Donc, comment dire, et je rejoins complètement ce que disait Martine à la fin, les voyages qui le font vivre une expérience intérieure très profonde et qui reviennent, mais ça c'est vrai pour les voyages des années 50, dans les années 30, c'était un peu différent. Alors maintenant, j'avais quand même préparé des questions très précises, dont une citation que je vous lis, mais que je tends à Martine. En 1936, donc très tôt, il écrit ceci dans ses carnets. Elle est un peu longue, pas trop. Ce qui fait le prix du voyage, c'est la peur. C'est qu'à un certain moment, si loin de notre pays, de notre langue, une vague peur nous saisit, et un désir instinctif de regagner l'abri des vieilles habitudes. C'est le plus clair apport du voyage. À ce moment-là, nous sommes fébriles, mais poreux. Le moindre choc nous ébranle jusqu'au fond de l'être. C'est pourquoi il ne faut pas dire qu'on voyage pour son plaisir. Il n'y a pas de plaisir à voyager. J'y verrai plutôt une ascèse. C'est pour sa culture qu'on voyage, si l'on entend par culture l'exercice de notre sens le plus intime, qui est celui de l'éternité. Tu l'as laissé. Le plaisir nous écarte de nous-mêmes comme le divertissement de Pascal éloigne de Dieu. Le voyage, qui est comme une plus grande et plus grave science, nous y ramène. Il écrit ça en 1936. Alors,
j'ai envie quand même que tu y reviennes. Tu y es passé, mais que tu reviennes à Oui, j'y suis passée. Que tu connais fort bien. Oui, oui, parce que je l'avais cité dans une précédente voilà, communication sur les voyages. Oui, il écrit cela en 1936, après être allé justement aux Baléares, qui aurait pu être une occasion de réjouissance particulière à être sur les traces justement du berceau familial. En plus, il y retrouve sa première femme, Simonier, et même si en fait elle y est allée, elle, pour faire une cure de désintoxication, ils font quand même un petit périple de retour. Donc ça aurait pu être un voyage d'agrément. Eh bien, ça n'en est pas. Vraiment, pour Camus, le voyage ne peut pas être un voyage superficiel qui fasse goûter du divertissement et qui éloigne de soi. Le voyage doit ramener à soi. C'est une ascèse. Bon alors, au fur et à mesure que les années passent, il consentira à être moins ascétique. Hein. Je parlais justement de la liaison aux États-Unis avec Patricia Blake, qui n'est pas, que je sache, justement de l'ordre de l'ascèse. Mais il y aura toujours cette exigence, hein, cette grande volonté d'absolu, de trouver quelque chose qui réponde aux grands questionnements qu'il a, qu'il habite. Bon, donc ça c'est une première chose. Alors, je sais que, par exemple, quand on lit Olivier Todd, il dit, bon, il est jeune quand il écrit ça, ça ne correspond plus à ce qu'il cherchera après. Je n'en suis pas sûre. Je pense que ça reste vrai. Même dans les voyages, qui sont des voyages vers les polarités qu'il aime. Chaque fois qu'il fait un voyage vers la Méditerranée, tu as parlé de l'Italie, il y va 5-6 fois, chaque fois avec le même plaisir. Et c'est un hypersensible, il y va, il a beau connaître les lieux par lesquels il passe, il a des larmes de bonheur. Il pleure de bonheur. Ça veut dire que son corps s'exprime. Il sait qu'il retrouve quelque chose qui lui fait ressentir justement sa vérité d'homme. Vérité d'homme, c'est d'être sensible à une certaine lumière, à une certaine pratique de la nature, voilà, et à un certain tragique, parce qu'il faudra renoncer à tout cela. Il peut être sensible à d'autres paysages. Je me suis échappée de mes notes, je voudrais revenir à une note que j'ai oublié de vous lire et qui est très importante. Il y a de temps en temps quand même dans les voyages en Amérique cette émotion, cette porosité dont il parle et qui fait que tout d'un coup, justement, on est réceptif. Hein, on sent que quelque chose bouge, il y a un tremblement en soi. Ça se produit lorsque son traducteur, Bromley, qui traduit, et qui lui dit « Mais vous n'exploitez pas votre notoriété, vous pourriez gagner beaucoup d'argent. » Bon, et Camus lui rit au visage en lui disant que c'est vraiment pas l'argent qui le motive. Bon, ce traducteur-là, Bromley, l'amène au Canada, à la pointe du Saint-Laurent. Et là, Camus sait que c'est vraiment, voilà, ce dont il rêve, c'est-à-dire une nature quasi vierge qui lui donne le sentiment d'être le premier homme, dans le fond. C'est toujours ça qu'il recherche, être à une vérité d'homme qui le ramène au sentiment d'être le premier homme. Bon. Alors, voilà ce qu'il écrit. Parce qu'il a eu une véritable émotion, la seule émotion qu'il ait ressentie. Il me semble que j'aurais quelque chose à dire sur Québec. Et voyez comme déjà, même s'il est dans un lieu nouveau, il ramène à son histoire. Hein. C'est à l'aune de ce qu'il sait de lui qu'il juge la nouveauté. Donc j'aurais des choses à dire. Mais à quoi bon? Il y a maintenant des quantités de choses dont je sais que je les réussirai artistiquement parlant, mais ce mot n'a plus de sens pour moi. Donc il sait qu'il pourrait écrire un beau texte sur la pointe du Saint-Laurent, sur l'immensité de la nature américaine. Oui, ce serait beau, il saurait faire ça. Il a suffisamment de métier pour savoir qu'il saurait faire cela. Mais, ajoute-t-il, ce mot artistique, si c'est simplement un vernis, ce mot n'a pas de sens pour moi. Et il ajoute, la seule chose que je voudrais dire, j'en ai été incapable jusqu'ici, et je ne la dirai sans doute jamais. Donc il est à la recherche d'une vérité, et vous voyez bien, il renonce à des tas de choses. Bon, alors sur sollicitation, parce que c'est un homme de contradiction, comme tous les hommes, il répondra quand même à quelques demandes sur les États-Unis,
il publiera un petit texte, Les pluies de New York. Mais c'est un très beau texte, et qui est un texte qui n'est en rien un texte réaliste, rendant compte véritablement de ses impressions. Il en fait une sorte de réflexion métaphysique sur justement l'exil dans les grandes villes, ce qui sépare l'homme de sa vérité d'homme. Bon, c'est un très très beau texte, Les pluies de New York. Et en même temps, un texte extrêmement sensoriel. Oui. Mais c'est les deux. Où il parle des odeurs, oui. Et puis d'une pluie quelquefois épaisse. Et il y a quelque chose d'incroyablement sensoriel, mais en même temps de réflexion métaphysique. Oui, tout à fait. Et c'est la jonction des deux. Ouais. Donc il y a des lieux, le désert du sud de l'Algérie, où il va à la recherche de ce qu'il aurait à dire. C'est un homme honnête aussi, donc il est journaliste, on le fait parler, on l'attend sur l'Algérie, et il sait qu'il ne connaît pas tout de l'Algérie. Et il y va à plusieurs reprises. En 1945, il va dans le Constantinois, juste avant les émeutes de Constantine et la répression. Il y retourne en 1954, puis après, au moment où il écrit Le Premier Homme, il retourne aussi sur les lieux de sa famille. Il aura aussi un projet de voyage en Égypte, qui ne peut pas se faire parce qu'en 1953, quand il veut y aller, donc l'Orient, c'est un homme de la Méditerranée, mais c'est un homme de l'Orient. C'est pour ça qu'il aime la Grèce, qui est le monde oriental au milieu de la Méditerranée. Il ne peut pas aller en Égypte parce que Francine, sa femme, est en pleine dépression et il a une responsabilité auprès d'elle. Il reste à ses côtés, il renonce à ce voyage auquel il tenait. Mais je suis totalement d'accord avec tout ce qu'elle dit. Et simplement, ça m'évoque aussi d'autres choses sur, elle disait, les larmes. Et en même temps, à d'autres moments, il dit « Je suis habité par une espèce de rire énorme, tellement il y a de la joie en moi. » Et je trouve ça extraordinaire, cette traduction très, très physique, les larmes, mais aussi être habité par le rire de joie. Alors, sûrement qu'il ne rit pas à gorge déployée, mais j'ai trouvé ça très, très beau. Et puis, même quand il part, ce second voyage en Grèce, en bateau avec des amis, et avec Maria Casares, des amis, etc., il cherche des moments de solitude. Et il les cultive. Et on retrouve ce qu'on avait déjà dans Nos, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a nous, dans Nos on a ça, dans Nos Atipasa, et il y a des moments où c'est je. C'est-à-dire que le contact profond avec sa vérité à travers la vérité de la nature, c'est dans la solitude, même si le déplacement à Tipasa ou le voyage en Grèce est fait avec d'autres. Donc il y a toujours quelque chose de l'ordre de la vérité. Dans Nos Atipasa, il dit ici, je sais que je ne m'approcherai jamais, même ici, je sais que je ne m'approcherai jamais assez du monde. La même chose est vraie en Grèce, mais il s'agit quand même toujours de tenter cette proximité-là et de la vivre. Et donc, ça implique une certaine solitude. Et ça, on le voit très bien avec dans l'écriture, déjà dans les carnets et ensuite dans la mise en œuvre artistique. Une chose, tu me diras si tu es d'accord, j'avais lu, puis on me l'a confirmé, des gens qui l'ont connu, qu'il avait un rapport très pictural, un regard très pictural, et qui se traduit dans des notations de couleurs extrêmement précises. Alors, ce qui n'est pas contradictoire avec tout ce qu'on a dit sur la sensibilité et sur la réflexion métaphysique, mais il y a un premier regard, et ça on le voit dès les tout premiers textes, un regard très pictural qui capte des formes, qui capte des couleurs et qui les organisera éventuellement ensuite dans des textes. Tu es d'accord aussi avec Tout à fait. les culturales ? Oui. Non, mais tant pour le paysage humain que pour le paysage physique, géographique. Il a l'art de croquer. Par exemple, il rencontre une personne et en 2 phrases, il isole 2 traits. C'est un grand caricaturiste. Il y a des portraits en 2 lignes qui sont magnifiques comment dire, de transparence. Les êtres apparaissent dans leur transparence parce que, justement, il a l'art de déceler chez eux, dans le physique ou dans une manie, dans un geste, quelque chose qui révèle leur personne. Donc les portraits sont extrêmement savoureux, mais pour les paysages, oui. Dès qu'il a une émotion, dès qu'il y a un tremblement, justement, d'émotion, il y a une fibre artistique. D'ailleurs, il se dit artiste, et il a beaucoup fréquenté, dès ses années à l'université, les peintres, les sculpteurs. Il aime la matière, il aime la sculpture. Il a un goût pour la pierre, donc les formes, et la peinture. Et il a un grand sens de la couleur.
il a des notations chromatiques qui sont d'une justesse sans affaîtrie. Hein, c'est pas du tout dans la recherche du vocabulaire rare, mais à chaque fois, il peut tout de suite saisir la lumière, le moment. Oui, c'est un grand coloriste. Comment? C'est pour ça qu'il aime Delacroix. Bien sûr, il s'identifie à Delacroix parce qu'il y a ce même rapport, oui, qui est tout de suite sensitif. La vue, chez lui, est très importante. Comme l'a dit Agnès, d'autres sens. Hein. Il est très sensible au bruit, les bruits ambiants, les atmosphères mêlées, les musiques. Par exemple, un de ses grands moments de bonheur, c'est lorsque, dans la deuxième croisière là, qu'il amène en Amérique latine, le soir, sur le bateau, il y a de la musique classique et à un moment donné, c'est la toccata. Écouter Bach en contemplant l'océan, sans qu'il y ait la moindre trace d'urbanisme autour, c'est pour lui un de ces moments rares qu'il note en 2 phrases et on comprend, on partage l'émotion qu'il a soulevée d'enthousiasme. Ouais. Mais il fonctionne... Les odeurs aussi. Et les odeurs aussi, tout à fait. Il fonctionne beaucoup par rapprochement, un petit peu à la Proust. Par exemple, un bruit de tracteur à Lourmarin, immédiatement, il se retrouve dans une baie en Grèce parce que le bruit d'un petit bateau à moteur, et hop, immédiatement, mais il est très grand, lecteur de Proust, hein, mais les sensations sont porteuses du souvenir pour lui, et ces rapprochements sont tout à fait fascinants. Bien sûr, c'est pour ça que New York, il ne peut pas aimer cette ville, il dit il y a une odeur de fer et de ciment. Donc ça gâche absolument tout pour lui. Déjà l'odeur de New York le coupe de toute possibilité de bonheur. D'accord, je vais évoquer très rapidement un voyage qu'il n'a pas fait, et un paysage pourtant qui apparaît. Il n'est jamais descendu en Afrique noire, Afrique subsaharienne. Il n'y a eu que l'escale de Dakar, mais il n'est pas sorti du port. Et pourtant, il y a une nouvelle extrêmement mystérieuse, toujours dans ce fameux recueil L'exil et le royaume, qui s'appelle Le Renégat, et où un être qui vient d'être torturé est en train manifestement de mourir, et revoit la ville où il était, une ville de sel, et manifestement en Afrique noire. Camus n'y est jamais descendu. Et il y a pourtant une précision de cette ville de sel. Et récemment, j'ai eu tout un exposé fascinant par des ethnologues qui avaient cherché toutes les villes de sel qui avaient existé, qui avaient lu tout, et elles ont existé. Camus a donc lu, et à partir de là, imaginé cette ville absolument incroyable d'Agaza, je crois. Et c'est tout à fait étonnant. Alors, je vous dis, allez voir Le Renégat, on n'y comprend rien au départ. C'est une nouvelle extrêmement violente, mais très très belle. Mais l'évocation de ces hommes de pouvoir, il passe des religieux de son enfance à d'autres religieux, les sorciers de cette ville, mais comme il est venu au nom d'un autre dieu, il a été torturé, mais il a fini par rejoindre cette religion. Bref, c'est un homme tout à fait torturé, mais l'évocation de cette ville de sel sous un soleil de plomb avec ses maîtres implacables, c'est très très fort. Et là, c'est un voyage qu'il n'a pas fait, un voyage totalement imaginaire, mais un vrai voyage. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est un Oui, tout à fait. Alors c'est d'autant plus étonnant qu'il se présente comme africain. Oui. Dans ses identités, parce qu'il a des attaches, je l'ai dit, en Algérie, et pour lui, c'est déjà l'Afrique. Ah, c'est l'Afrique. Il ne fait pas de distinguo. Et quand il va aux États-Unis, par exemple, il évoque la question noire aussi. Et il dit, c'est pas si simple de parler du rapport au noir qu'ont les Américains. Donc, il sait qu'il y a des choses extrêmement complexes qu'il ne peut pas régler. D'ailleurs, il ne tranche pas sur tout. Il y a des tas de choses sur lesquelles il reste dans le doute avec beaucoup d'honnêteté. Et sur la question noire aux États-Unis, il ne tranche pas. En disant, oui, il y a des ghettos. Il rapporte, par exemple, c'est assez intéressant, il fait la distinction, là encore, entre le rapport, même dans la violence, que les Européens ont entre eux avec ce qui se passe aux États-Unis, en disant, les services culturels français ont envoyé un Martiniquais à New York.
Et ce Martiniquais noir, on l'a hébergé à Haarlem. Parce qu'il ne pouvait pas être hébergé ailleurs, il aurait eu des problèmes. Donc ça le questionne en disant, dans le fond, on parle du racisme chez nous, mais il y a un racisme tout à fait différent et peut-être plus dur encore aux États-Unis. Cela dit, il voit qu'il ne peut pas régler la question comme ça. Alors, pour l'Afrique noire, il en a aussi des aperçus ailleurs. Par exemple, en Amérique latine. Ça l'intéresse de voir que la pauvreté est blanche et noire. Qu'il y a chez lui, il le sait, un préjugé plutôt favorable aux Noirs qu'il doit réviser dans quelques circonstances. Donc, dans le fond, il n'a pas besoin d'aller dans l'Afrique subsaharienne pour se sentir appartenir à un ensemble africain. Voilà, je crois que c'est ça. D'où l'escale à Dakar où il dit je suis enfin chez moi. Il n'a jamais mis les pieds au Sénégal, mais les odeurs, c'est celles d'Algérie. Il retrouve ce qui a constitué tout l'environnement sensoriel de son enfance. Ouais. Il a une géographie. Pardon. Non, il est resté. Il a fait juste une escale. Le bateau a fait escale avant d'aller à quelques heures. À Rio, avant d'arriver à Rio, a fait escale à Dakar. Mais quelques heures seulement. Mais le temps des odeurs. Donc vous voyez, il a une géographie intime extrêmement sensorielle. C'est étonnant. Pour ça, des choses qu'il ne questionne pas. Quand il dit « je suis africain », ça ne se questionne pas. Chez lui, c'est une certitude, donc il n'a pas besoin d'aller sillonner l'Afrique. Oui. L'Algérie, c'est autre chose. Je pense qu'il y a l'appel du vrai désert, il veut se frotter à ça, et puis l'honnêteté du journaliste qui veut aussi approfondir sa connaissance. Oui, et en même temps, je crois que quand il dit « je suis africain », c'est aussi le fait que même si politiquement il est très européen, il se sent quand même différent. Oui. Quand il écrit dans ses carnets ce qu'il n'aimait pas en lui, c'était l'Algérien, à la limite, il aurait pu dire c'était l'Africain. C'était l'Africain. D'ailleurs, quand Assiette Djebar reprend la formule, elle dit ce qu'il n'aimait pas en lui, c'était l'Africain. Oui, oui. Ou l'Algérien, je ne sais plus, mais les deux se substituent. Et donc, on est toujours l'étranger de quelqu'un d'autre, enfin, je veux dire. Et c'est vrai qu'il croit profondément à l'Europe, comme la seule solution possible après la Seconde Guerre mondiale, et ça, il le dit, il le redit, mais je ne suis pas sûr qu'il dirait « je suis européen ». Il se sent une appartenance africaine, et c'est quelque chose que sa fille dit souvent. Papa, il était africain. Il ne faut pas l'oublier. Et toute cette violence qu'il y a en lui aussi, c'est une violence africaine. Je l'ai entendu dire ça à plusieurs reprises. Voilà. Oui. Non, mais c'est un homme à identité multiple. Il est algérien, français, européen, africain. Et il refuse. Non, il refuse complètement l'assignation. Pas américain. Il est pas américain. Il est tout sauf nationaliste. Il est très anti-nationaliste. Et quand il dit j'ai une patrie, c'est la langue française, c'est pour bien dire je ne suis pas patriote au sens où d'autres peuvent l'entendre. Mais il est il a des identités multiples. Il n'y a pas d'assignation. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est une des raisons aussi pour lesquelles il nous semble aussi contemporain. C'est son refus de l'assignation à une époque, y compris l'assignation idéologique, politique, à une époque où on assignait beaucoup, encore qu'on assigne. Ouais. Et il n'a pas non plus, il ne partage jamais les idées générales. Par exemple, parmi les intermédiaires qu'on lui envoie, certains viennent justement lui dire voilà comment sont les Américains, voilà comment sont les femmes américaines. Alors il dit les généralités, ça je n'y adhère jamais. Donc il n'a aucun discours construit et a fortiori définitif sur des ethnies, des identités ethniques par exemple. De même, on peut s'étonner, je ne vais pas engager là le grand débat sur son rapport aux Arabes, mais jamais chez lui on ne trouve véritablement de discours sur les Juifs, les Noirs, les Arabes, les musulmans, etc. Ça n'a pas de sens pour lui, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la méconnaissance, il est loin d'être ignorant de ces questions. Mais il n'entre pas dans ces généralisations qui enferment les gens dans une identité ethnique, nationale, etc.
Alors, je me dis que on a encore une grosse demi-heure. Je crois que ce qu'on aimerait beaucoup toutes les deux maintenant, c'est que vous... Qu'on échange, oui, bien sûr. Qu'on échange. Tu es d'accord, Martine? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc on n'est pas aussi bien que vous. Hein. Mais Non, mais c'est intéressant d'avoir des réactions, justement, selon les lectures qu'on a faites. Personnellement, j'ai connu, on m'a fait connaître, mon institutrice m'a fait connaître Camus à l'école en CM2 et nous a fait aimer. Voilà. Et pour moi, ça a été très important dans le sens où après, j'ai approfondi. Voilà. C'était grâce à cette institutrice. Voilà. Ben, lui aussi, il a bien sûr. Tout ce que c'est très important, bien sûr. Oui, oui, les introducteurs au texte, oui, bien sûr. Mais c'est amusant comme Camus, enfin c'est intéressant plus qu'amusant, de voir comment Camus a eu sa consécration. Donc l'école, le lycée a beaucoup fait pour l'enseignement de ces textes. Et puis il y a eu après une sorte de purgatoire dans lequel on l'a laissé pendant quelque temps. À l'université, par exemple, aussi, beaucoup ont dédaigné l'œuvre de Camus, à laquelle on revient, mais parce qu'on était dans l'idéologie. Mais attention, là, tu as raison de dire l'université. Quand l'université était pleine de soupçons et de rejets de Camus, c'est-à-dire jusqu'aux années 90, dans les lycées, on continuait à l'enseigner. Moi, j'ai commencé à enseigner. Il était évident qu'on parlait de l'étranger. Tout le monde, dans nos classes. J'ai commencé à enseigner il y a très longtemps, 69. Donc, bon, on enseignait Camus. Et les ventes dans le public ne se sont jamais taries. Alors, ça a remonté avec le premier homme, mais ce qui s'est passé du côté de l'université, parce que l'université était complètement, j'allais dire, suite à 68, avec dirigés par plutôt des Sartriens. Et je me souviens une jeune normalienne me disant « Mais on m'a interdit, dans les années 70, de faire une thèse sur Camus, à Normal Sup. On me l'a interdit. » Bon, maintenant, il est évident que les choses ont complètement changé. Et donc, il y a eu ce purgatoire, a été un purgatoire des intellectuels, des universitaires. Mais je peux vous assurer... oui, je pense qu'il a toujours été lu. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que les universitaires ont changé. Et joué aussi en tant qu'auteur dramatique dans le monde. Les universitaires... Oui, mais les choses ont changé, pas simplement avec le premier homme, mais ont changé aussi avec la fin des idéologies, comme dit Camus. Voilà. Et une pensée beaucoup plus complexe, et où on s'est dit, oui, et y compris en Algérie, celui qui avait été déclaré l'ennemi, il restera pour nous un étranger, ben oui, mais avec l'histoire tellement compliquée de l'Algérie dans les années 90, années 2000, un certain nombre de gens se sont dit, oui, les choses ne sont pas toujours simples entre deux camps entre lesquels il faudrait choisir. Donc, voilà, c'est vrai que là, il y a un énorme retour vers Camus depuis 20-25 ans, et il y a eu successivement des anniversaires. Il y a eu donc le premier homme qui a été déterminant, il y a eu aussi la publication de ses œuvres complètes, qui ont quand même mis des choses très nouvelles, la Pléiade, les 4 volumes de la Pléiade, mais aussi la politique de publication en folio, bien sûr les grandes œuvres, mais les carnets en folio, les journaux de voyage, vraiment, et puis le quarto qui permet pour 45 € d'avoir quand même toutes les grandes œuvres, et pour les étudiants c'est quand même bien pratique. Je veux dire, il y a eu une politique de mise à disposition que je trouve vraiment intéressante, quoi. Donc c'est vrai que maintenant Camus est connu et reconnu, mais quelquefois utilisé, mis à toutes les sauces, récupéré, il est de notre côté. Alors de temps en temps il est évidemment complètement Algérie française, d'autres moments il était évidemment, bon bref, mais tant qu'on le lit, c'est l'essentiel et il se défend fort bien lui-même. Oui, pardon. Lorsqu'on parlait des universités pendant la conférence, je me suis demandé, est-ce qu'aux États-Unis, Camus a parlé dans des universités? Oui, devant les étudiants, oui. Il a fait ses conférences devant des étudiants.
en grande partie. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a rencontré Patricia Blake, qui était une étudiante. Et est-ce que tu sais où dans quelles universités? Il était, par exemple, à Columbia? Non, à Columbia, je ne crois pas. À Harvard? Oui, Harvard. On a très peu, dans le fond, il n'y a pas eu beaucoup d'informations, ni chez ses biographes que je sache, ni par lui-même, du détail des conférences, les lieux où il... Alors, il y a des lieux qui sont dans le cadre des services culturels français, dans des espaces de l'ambassade de France, mais je crois que c'est lui qui demande à aller dans des universités. Oui. Il fait des conférences aussi dans des prisons, enfin en tout cas il va parler, oui, il va parler dans une prison, dans des lieux où il cherche à rencontrer les gens, à être aussi près que possible quand même d'un contact avec... il sent que dans le milieu culturel, c'est simplement une mondanité que de venir l'écouter. Voilà, donc il a le sentiment qu'il ne parle que pour 2 ou 3 personnes qui sont véritablement... Mais parmi les étudiants, oui, il s'est engagé à ne pas trop aborder des sujets politiques qui mettraient en difficulté les services culturels français par rapport aux États-Unis, mais quand même le sujet qu'il a choisi, le journalisme libre, le rapport à l'Europe, enfin, il pousse les étudiants à réfléchir. Et il y a une conférence qu'il prononce à plusieurs reprises et qui est un texte magnifique qui est dans les actuels, qui s'appelle « Crise de l'homme » et où à la fois il montre les limites de ce libéralisme technologique des États-Unis, mais où en même temps il montre qu'il y a une crise de l'homme qui touche l'Europe comme les États-Unis et où, d'une certaine manière, il dit sa confiance dans les États-Unis. C'est-à-dire qu'il ne renvoie pas aux Américains, quand il est en phase 2, une image complètement négative. Et ça, c'est très très intéressant. C'est un très beau texte, Crise de l'homme, un long texte.